Bon, celle-ci, je m'y attendais pas du tout. Carlos Alcaraz qui prend encore une branlée, cette fois-ci contre le 45e mondial Roman Safiullin au deuxième tour du Rolex Paris Masters, 6-3, 6-4 en 1h39 minutes. Pourtant, l'Espagnol avait le break dans chacun des deux sets avant de se faire remonter. Et vraiment, on a vu un Espagnol qui était totalement cuit, bouilli par rapport à son incroyable saison 2023 et surtout son premier semestre avec ce point d'orgue, ce titre à Wimbledon en finale contre Novak Djokovic. À voir ce qu'il va pouvoir faire sur cette fin de saison, parce que je pense qu'il a pu dire adieu à cette première place mondiale. On sait que c'était son principal objectif, qu'il a peut-être trop couru après ça et que là il s'est un petit peu brûlé les ailes. Et maintenant, on a un Carlos Alcaraz qui est victime du syndrome Nadal. On en parle après le jingle. Comme je te le disais en introduction, c'est une sacrée désillusion pour Carlos Alcaraz qui ne nous avait pas habitués à de telles déconvenues, et je pense que c'est important de prendre un peu de relief par rapport à ce que nous a fait Carlitos sur cette année 2023 et surtout sur ce premier semestre jusqu'à son titre à Wimbledon. C'est 51 matchs disputés, rends-toi bien compte, 51 matchs, c'est énorme, 47 victoires pour seulement 4 petites défaites, dont une seule sur dur. Ces différents bourreaux, Norrie, Sinner, Maruchan ainsi que Djokovic, vraiment son bilan est immaculé par rapport à ses 6 premiers mois de l'AD. C'était impressionnant le niveau qu'il a déployé, surtout sur gazon, où il a su améliorer son service, très bien retourné pour aller chercher ce titre sur cette surface qui n'est pas forcément naturelle, où il a dû s'habituer. Il avait perdu contre Yannick Sinner en 2022, il est revenu très très fort en 2023, et là, sur cette seconde partie de l'année, il accuse vraiment le coup, l'Espagnol, avec 22 matchs. Donc c'est déjà beaucoup moins que sur le premier semestre, ça c'est normal par rapport au fait que tu as 3 grands chelems qui se jouent en début d'année, enfin jusqu'à juillet, même s'il n'a pas participé à l'Open d'Australie, et derrière tu as seulement l'US Open. 16 victoires pour 6 défaites contre Paul, Djokovic, Medvedev, Sinner, Dimitrov et maintenant Safiullin, toutes sur dur. Avant il n'avait perdu qu'une fois, c'était sur un Yannick Sinner totalement en feu, où il y avait une petite alerte physique pour l'Espagnol en début d'année à Miami. Et là, maintenant c'est presque devenu normal de voir l'Espagnol perdre sur dur. En plus, on peut voir la nature différente de ces bourreaux. Il y a du Medvedev, du Djokovic, du Sinner qui sont très à l'aise, qui sont vraiment les hommes en forme de cette saison 2023. Et derrière, tu as des résultats un petit peu plus surprenants comme Paul, Dimitrov et Safiullin. Et pour ajouter un petit peu de poids à cette autre défaite au Rolex Paris Masters, c'est la première fois de la saison qu'il perd d'entrée, parce qu'à Rome, quand il s'incline contre Maruchan, il avait quand même battu Albert Ramos au premier tour. Et Roman Safiullin, c'est seulement le 6e joueur depuis 2 ans qui arrive à battre Carlos Alcaraz au minimum de 7. Après, c'est normal quand tu as disputé 73 matchs dans une saison, quand t'as un jeu aussi physique, que tu déploies une telle intensité, derrière, t'es cuit en fin de saison. Et avant qu'on revienne un peu plus en détail sur son match contre le Russe, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties, qui va te permettre de générer des revenus passifs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'imagine que tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions, et en fonction de leur performance, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Donc tu as différents sports qui sont représentés ici. Bien évidemment, on va s'intéresser au tennis, où tu as plusieurs profils: Hugo Gaston, Corentin Moutet, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Casper Ruud, Caro Garcia et bien d'autres. Je t'invite à aller voir tout ça. Tu vas acheter un ROI, qui est l'équivalent d'une action. Donc en moyenne, le ROI de départ est à 2 €. Bien sûr, ça va dépendre du succès du talent, donc ça peut être un petit peu plus élevé. Et derrière, en fait, tu vas être embarqué dans l'aventure de ton joueur, parce que en fonction de ses performances sur le court et en dehors, notamment sur les réseaux sociaux, tu as un algorithme qui calcule tout ça et qui va justement faire fructifier ton investissement initial, et chaque mois, tu vas avoir une retombée économique par rapport aux performances du joueur que tu suis. Donc c'est vraiment un moyen novateur, je trouve, de générer d'autres sources de revenus. Donc bien évidemment, là, c'est une activité d'investissement. Qui dit investissement dit activité raisonnable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Je t'invite à aller voir leur site internet, à passer par notre lien d'affiliation si le concept t'intéresse, sachant que tu as plusieurs sports qui sont présentés, donc ça c'est chouette pour diversifier ton portefeuille. Avec ce lien d'affiliation, tu t'inscris, tu fais ta première transaction, et derrière tu vas avoir accès à un bonus. Donc ce bonus, c'est soit un talent, soit une somme d'argent, soit des cadeaux comme des AirPods Pro. Donc un grand merci à Royalties de faire confiance à notre chaîne. Si on revient sur ce match qui fait 6-3, 6-4 en 1h39, déjà il faut savoir que Safiullin, c'est le profil type de joueur qui pose des problèmes à Carlos Alcaraz. Il frappe fort des deux côtés, il prend la balle très tôt, en coup droit, en revers, il serre très bien, il va chercher à agresser en permanence son adversaire, et Carlos Alcaraz, il n'apprécie pas ça. Quand la balle revient très vite, très longue, très profonde, Yannick Sinner le fait à merveille, parce que ça va un petit peu museler la créativité de Carlos Alcaraz. Il ne va plus faire forcément ses slices, ses amortis, il va chercher simplement à frapper fort dans la balle. Ça, on sait que c'est un petit peu le travers de Carlos Alcaraz. Là, c'était criant, plus la balle sortait,
plus il allait vouloir frapper fort, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Encore plus sur un profil comme ça, comme Safiullin, il faut chercher à perturber un petit peu son rythme, et là il jouait vraiment en cadence, et ses sensations n'étaient pas bonnes, hein. C'était un fantôme de Carlos Alcaraz qu'on avait, d'autant plus quand t'as un joueur qui va le priver de temps, notamment sur sa préparation côté coup droit qui est très ample, où là il va la raccourcir, donc derrière ça va procurer à ses adversaires des balles courtes, et c'est eux qui vont faire le jeu. C'est exactement ce qui s'est passé pour Roman Safiullin. 15 coups gagnants, 27 fautes directes pour l'Espagnol, avec 13 fautes directes côté coup droit, où notamment sur ses coups droits en bout de course, il a tendance à tenter un petit peu, à s'entêter, à vouloir forcer le coup et aller à la faute ou à faire un baduf. Donc ça vraiment c'est un gros point noir côté espagnol. Seulement 18 montées au filet de la part de Carlitos. Donc on a vu vraiment quelqu'un qui a été muselé. On le reconnaissait plus du tout, comme un petit peu depuis ces déconvenus là qu'il a suite à son titre à Wimbledon, où il cherche un petit peu trop un schéma offensif. Il n'arrive pas à trouver le bon équilibre entre défense et attaque, et ça c'est criant et ça fait très très mal, parce que ses adversaires, quand ils sentent bien la balle, ils peuvent en profiter, et là on peut avoir une copie noire comme celle qu'a délivré Carlos Alcaraz. Encore une fois, même si ces défaites viennent un petit peu entacher le parcours de Carlos Alcaraz en 2023, il ne faut pas oublier son titre à Wimbledon, et le fait qu'il a été peut-être un petit peu trop gourmand, qu'il a donné trop d'importance, ce qui est logique et légitime à cette place de numéro 1 mondial, en jouant un petit peu à tout va, et en ne se reposant pas, en ne digérant pas son titre acquis à Wimbledon. On en avait parlé, après son sacre, ça serait important de couper, de revenir pour recharger les batteries, parce qu'on n'avait pas de repères récents par rapport à la digestion d'un titre en Grand Chelem. Finalement, à l'US Open en 2022, derrière, il avait eu des blessures, des mauvais résultats, et il avait coupé jusqu'à février. Donc là, il avait eu le temps de se remettre dedans, de refaire du jus, ce qui n'a pas été le cas en 2023, parce qu'il a dû enchaîner tout de suite, avec notamment la Open Cup, où il a voulu rejouer de suite, et ça c'est une grave erreur quand même. Je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre par rapport à la gestion de son calendrier, et là on a vu qu'il courait, qu'il était affamé par cette place de numéro 1 mondial. Il disait tout le temps avec Djokovic, qui était en permanence dans sa tête dans chacune de ses déclarations, et il nous a fait un petit peu ce qu'il nous a fait à Roland Garros 2023, où il pensait un petit peu trop à cet objectif, à ce match, et derrière il passe totalement à côté de l'événement, à côté de cette demi-finale, à force de cramper, et là c'est un petit peu pareil, où il gâche cette fin de saison. Après, il faut quand même rendre hommage à Roman Safiullin, qui fait une excellente saison 2023. Il a le profil de la Karatsev, avec un super service en plus, où ça sort très très bien, c'est très propre, ses frappes sèches des deux côtés. Il finit 2022 89e mondial, actuellement 39e à la race, victoire contre Caso et Thompson au qualif, au Rolex Paris Masters contre Arthur. Il a fait vraiment un très très gros match. Finale à Chengdu, quart à Wimbledon, où il prend un set, notamment à Yannick Sinner. C'est sa deuxième victoire contre un membre du top 10, après Zverev à Shanghai, et il a une seule défaite, c'était contre l'Italien dans le Grand Chelem britannique. Son prochain tour, ça sera contre Ratchanov. Donc encore les Russes qui percent vraiment sur cette année 2023, qui sont très solides, très réguliers, avec du Medvedev, du Rublev, du Ratchanov, Safiullin, également Tchechenko, qui a montré de très belles choses la semaine passée et qui fait une bonne saison. Donc vraiment, ils peuvent s'installer durablement dans les meilleurs joueurs du monde. Et surtout, Safiullin, il faut pas oublier qu'il a été lauréat à l'Open d'Australie Junior en 2015. C'est un joueur qui a connu pas mal de blessures, et là ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, sachant qu'il a un très bon jeu, et quand il arrive à être en forme, franchement ça sort très très bien de sa raquette, et là c'est Carlos Alcaraz qui en a fait les frais. Et finalement, est-ce que Carlos Alcaraz ne serait pas atteint du syndrome Nadal, à faire énormément de matchs, à beaucoup jouer sur terre battue? Carlos Alcaraz a pas mal joué sur dur également, surtout se concentrer sur le premier semestre jusqu'à Wimbledon, et derrière commencer à décliner petit à petit, à force d'avoir trop de matchs dans les pattes, de ne pas avoir fait de vraies phases de récupération, contrairement à Novak Djokovic qui maîtrise à merveille son planning. Là, bien évidemment, Carlos Alcaraz est jeune, donc il a une récupération plus rapide que le Serbe, mais je pense qu'il a fait des mauvais choix, et derrière il a voulu courir après cette place de numéro 1 mondial. Ça rappelle un petit peu ce que faisait Rafa, notamment fin 2017, où il avait cette possibilité, il avait ce genou en vrac, mais il voulait jouer. Voilà, Carlos Alcaraz, c'est un petit peu pareil, et on retrouve des similitudes. Certes, en termes de style de jeu, c'est différent, il y a beaucoup plus d'offensif chez Carlos Alcaraz que chez Nadal, qui était beaucoup plus sur un profil défensif, mais on voit quand même une intensité assez importante chez les deux joueurs, avec un corps assez fragile. Il a pété pas mal cette saison, Carlos Alcaraz. Il est jeune, donc faudrait pas qu'il marche dans les traces de Nadal par rapport à sa santé. Il peut marcher dans ses traces par rapport à son palmarès, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais là, ça risque d'être compliqué, notamment les ATP Finals qui arrivent très très vite, où
j'ai du mal à le voir remonter la pente, d'autant plus que là t'as pas de tour de chauffe d'entrée, tu commences contre des top 8, donc ça c'est très très compliqué pour peu qui commence sur un joueur qui va lui rentrer dedans, qui va faire ce qu'il n'apprécie pas. Ça peut être très difficile si d'entrée il perd un match derrière de se remobiliser, de se remettre dedans, sachant que là bon il a encore ses 500 points de retard par rapport à Novak Djokovic, mais je pense que le Serbe va faire une bonne campagne à Paris. Derrière il y aura Turin où il aura à cœur de briller, et je pense voilà que le Serbe devrait finir quand même l'année à la première place mondiale. Alors au-delà du physique, est-ce qu'on peut isoler des statistiques, des zones de jeu où Carlos Alcaraz était impressionnant en début d'année et a commencé à pêcher au second semestre? Je vais t'afficher un petit peu les statistiques par rapport au service et au niveau des balles de break. On constate qu'en début d'année, il avait une très bonne réussite derrière sa première balle, quasiment à 73%, là où sur sa seconde partie de l'année, il est plutôt à 69,6%, donc il a baissé, on sent qu'il arrive moins à sécuriser ses engagements, ça passe forcément par sa première balle, où il avait énormément progressé, je pense à Wimbledon, où il a vraiment très très bien servi sur cette surface, et après, on le sent beaucoup moins réaliste. Par rapport à ses breaks sauvés, quasiment 70% sur le premier semestre, là il est seulement à 60%, donc quasiment une perte de 10%, et surtout sur les breaks convertis, où là c'est vraiment criant, il passe de 43% à 30,6%, il perd quasi 13%, donc là on sent un Carlos Alcaraz beaucoup moins réaliste, ça a été le cas notamment dans ses matchs contre Yannick Sinner où il a des opportunités mais il n'arrive pas à les faire, et il manque un petit peu ce supplément d'âme qu'il avait en début d'année. Ça passe forcément par une forme de fraîcheur mentale, sachant que c'est important, et là on le sent vraiment émoussé, cuit, bouilli, il n'y est plus forcément dedans, il cherche juste à taper fort et ça se ressent sur ses statistiques, donc je pense qu'une coupure s'impose et que l'intersaison va lui faire le plus grand bien. Du coup tout ça, ça ouvre la partie basse, même s'il reste encore Daniil Medvedev, à voir comment il a réagi après sa finale perdue à Vienne dans un énorme combat contre Yannick Sinner. Si tu aimes ce genre d'analyse one shot un petit peu quand il y a une grosse surprise, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, nous on t'aide à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à le liker parce que c'est ce qui nous permet de nous aider justement à savoir quel contenu tu apprécies ou non pour qu'on puisse récidiver sur d'autres pastilles vidéo. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ton avis, toi, ce que t'en penses sur Carlos Alcaraz, et pour patienter jusqu'à notre prochaine vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo d'analyse tirage au sort qui a été faite par Josh où il reste encore quelques joueurs par rapport à ses pronostics.